Merci Françoise et Anne-Sophie. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Hubert Van Ville, le fondateur et le dirigeant de Betterfly Tourisme. Je vais animer ce webinaire et je serai renforcé dans l'animation par un témoignage. Laurent Pascal, qui est le gérant du domaine de Pan, qui est un établissement bien atypique car il est autonome en énergie et en eau. Donc il pourra aussi nous expliquer les choix qu'il a pu réaliser et les économies que ça peut générer à l'année derrière. Du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir quelques grands principes autour de l'énergie pour avoir ces grands principes en tête et réduire ses consommations. Le deuxième point, on passera en revue les différents postes d'économie. Alors en fait, on passera en revue dans un hébergement touristique tous les postes de fonctionnement qui consomment de l'énergie et j'essaierai de vous montrer les principales économies réalisables à mettre en œuvre assez rapidement. Ensuite, on continuera d'évoquer les aides et les subventions autour de cette mise en mouvement. Et on terminera par le témoignage de Laurent Pascal. Et bien sûr, on aura une séquence de questions-réponses en fin de webinaire sur l'ensemble. Juste un petit mot pour me représenter. Ça fait depuis 2011 que j'ai créé Betterfly. Et notre objectif, justement, c'est d'emmener les professionnels du tourisme à s'engager dans la transition en faisant des économies. Et donc, on vient démontrer que ça coûte moins cher de ne s'engager que de ne pas s'engager. Et donc, je vais essayer d'utiliser tout ce retour d'expérience d'à peu près 1000 clients, principalement dans l'hébergement touristique, pour vous faire remonter les pratiques qui marchent le mieux. Voilà, je ne veux pas m'apesantir sur Betterfly, mais voilà, on est une des plus grosses entreprises de conseil, de formation et de logiciels sur le sujet du tourisme durable en France. Alors, pour bien comprendre comment faire ces économies, il est nécessaire d'avoir en tête quelques grands principes. Donc, c'est la partie un peu plus théorique du projet, du webinaire. Premier principe, c'est déjà comment est-ce qu'on calcule de l'énergie et comment on la traduit en euros. La première chose, c'est qu'une énergie, c'est une puissance, donc c'est de l'énergie un peu instantanée, une puissance et une force qu'on va utiliser pendant un certain temps. Cette puissance, elle est souvent électrique quand on parle d'énergie, et on va l'exprimer en watts ou en kilowatts quand c'est des plus grosses machines. Et quand vous allez recevoir une facture, on va vous parler de kilowattheure. Donc en fait, l'énergie, c'est la puissance de vos équipements en watts ou en kilowatts, multiplié par le temps en heures de leur utilisation. Par exemple, une ampoule de 60 watts utilisée pendant 1 heure, ça vous fera une énergie, une facture d'électricité de 60 Wh. À partir du moment où on a compris ça, on comprend que réduire ses dépenses énergétiques, c'est soit réduire la puissance de ces équipements utilisés, soit réduire le temps d'utilisation. Donc voilà un peu je parle souvent de jeu d'enquête ou d'escape game, le jeu dans lequel on est lancé lorsqu'on veut réduire sa consommation d'énergie d'un hébergement touristique. C'est d'essayer d'identifier un peu quel est le fonctionnement de chaque équipement en puissance et en temps et se poser la question de comment réduire l'un de ces deux facteurs, voire les deux facteurs. Autre concept aussi à avoir en tête, c'est que l'énergie que vous achetez sur votre facture, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale. C'est l'énergie qui, au final, vous est délivrée. Lorsque vous achetez 1 kWh d'électricité, il faut savoir que vous allez en fait brûler en cycle de vie, donc en amont, 2,57 kWh. Donc, dès que vous ferez l'économie d'1 kWh dans votre facture, en fait, pour la planète ou pour la France ou pour le périmètre physique, vous allez économiser presque 3 fois plus de kWh. Donc, c'est très intéressant au niveau environnemental, au niveau ressources, de faire des économies d'énergie. Ça, c'est la première notion à avoir en tête. Deuxième notion, c'est que l'énergie finale, c'est celle de votre facture, ce n'est pas forcément l'énergie utile. Je reprends l'exemple de mon ampoule à incandescence qui fait 60 watts de puissance. L'énergie utile, c'est celle qui est utilisée pour éclairer. Et l'énergie finale, il y a de l'énergie d'éclairage et de l'énergie de chauffage. Il y a des pertes énergétiques dans l'ampoule. Et donc très souvent, l'énergie utile, elle est encore plus faible que l'énergie finale. Donc tout l'enjeu dans notre jeu d'enquête, c'est d'arriver à être en facture, en énergie finale, le plus proche possible de notre énergie utile. Alors pourquoi c'est important? C'est très important parce que l'énergie a un coût de plus en plus élevé.
alors qui varie en tout cas, et la tendance est plutôt à la hausse. Et vous avez à gauche le graphique qui vous montre l'évolution du prix du gaz sur les 5 dernières années, avec une très forte augmentation sur l'année fin 2021 et courant 2022, alors pour des raisons géopolitiques, mais pas seulement. Et sur la droite, vous avez l'évolution du prix de l'électricité également sur les 5 dernières années. Alors vous voyez qu'au mois de mai 2020, on avait un prix qui était très très proche de zéro. Et aujourd'hui, enfin, l'année dernière, on est passé par des phases au-dessus de 700 euros par mégawattheure. Alors ça fait 70 centimes du kilowattheure. Et là, on est repassé sur des tarifs un peu plus modérés, mais qui sont quand même largement plus élevés qu'avant 2021. Donc, une première astuce aujourd'hui pour faire des économies sur votre facture, eh bien, c'est peut-être de regarder votre prix du kilowattheure. Si vous êtes largement au-dessus de 15 centimes du kilowattheure, ça peut être le moment de renégocier votre contrat. Enfin, il faut bien sûr voir toutes les petites lignes du contrat, voir combien de temps vous êtes engagé, mais éventuellement passer par un courtier en énergie pour revoir vos contrats ou tout simplement renégocier avec votre fournisseur. Et là, sans faire aucune réduction de kilowattheure, vous allez pouvoir peut-être réduire votre facture. Alors justement, si on reste un petit peu sur les factures, faire des économies, c'est déjà savoir bien lire sa facture. Donc, je vous ai mis l'exemple d'un fournisseur principal, hein, bien connu, qui s'appelle EDF. Et en fait, il y a plein d'éléments que vous pourriez avoir sur votre facture. Premier élément, ça va être une puissance souscrite. Alors, on trouve différents titres ou mots. C'est lié à votre abonnement. Donc, c'est ce qu'on appelle ici, ce qu'on voit, c'est les 36 kVA. Donc, en gros, c'est si vous allumez tous vos équipements en même temps dans votre établissement, eh bien, vous pourriez aller jusqu'à 36 kVA. Il s'avère que des volts ampères, c'est des watts, donc à peu près jusqu'à 36 kilowatts. Donc, en fait, une première manière de réduire votre facture, c'est de jeter un œil sur votre espace en ligne de votre suivi de consommation d'énergie. Et dans votre espace en ligne, on vous indique quelle a été la puissance maximale qui a été atteinte. Alors même là, je le vois, c'est le carré orange, c'est les 72 kilowatts. Là, c'est notre abonnement. Et dans votre suivi en ligne, on vous dit sur la dernière année quelle a été la puissance maximale atteinte. Si là, dans le cas de notre établissement, on est largement en dessous des 72 kilowatts, mais par exemple autour de 40, essayez de voir si vous pouvez négocier un abonnement plus faible. Donc là aussi, il y a des économies à réaliser. Ensuite, deuxième chose à voir sur cette facture, avant de parler de réduction en kilowattheure, c'est des prix en heure pleine et en heure creuse, si vous avez ce système d'abonnement. Et donc, de se poser la question de faire fonctionner des appareils en heure pleine ou en heure creuse, et donc le plus possible, faire passer des appareils en heure creuse. Par exemple, un chauffe-eau peut éventuellement fonctionner beaucoup plus longtemps en heure creuse qu'en heure pleine, sachant que les heures pleines, c'est souvent les heures de jour, et que pour un hébergement touristique, on a plutôt besoin d'un chauffe-eau qui fonctionne avant le matin pour chauffer l'eau des usages sanitaires, et à l'arrivée des clients le soir. Donc ça peut être un exemple. Vous savez, tout ce qui est lave-linge, four, chauffage également, qu'on peut moduler en fonction des horaires. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête pour réduire votre consommation d'énergie. Enfin, pour renégocier votre tarif, il y a eu des actions qui ont été menées avec des fédérations professionnelles pour définir des contrats cadres. Si vous faites partie d'un groupe, il y a aussi des tarifs de groupe qui sont souvent prévus. Je sais que la Fédération d'hôtellerie de plein air a aussi négocié des tarifs avec des fournisseurs. Et il y a aussi des initiatives plus privées et personnelles. Je sais que chaque année, WWF lance un achat groupé sur un prestataire d'énergie d'origine renouvelable. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un en salle d'attente. Voilà. Donc, l'idée, c'est si vous devez renégocier, soit vous passez par des courtiers qui ont l'habitude et qui peuvent même négocier du gros pour vous, soit vous passez par ces actions plus individuelles. Donc voilà, avant même de penser à réduire, vous pouvez déjà réduire en kilowattheure. Vous pouvez déjà passer un petit peu de temps sur votre facture et voir comment vous pouvez réduire quelques euros. Alors, une petite parenthèse de transition, il y a des fournisseurs d'énergie qui sont plus ou moins engagés dans l'énergie d'origine renouvelable. Vous avez un label qui a été créé par l'ADEME qui s'appelle le label Vervolt. Vous avez le lien ici. Et sur ce lien, vous aurez la liste de tous les fournisseurs qui sont très engagés en termes d'énergie renouvelable.
Donc, ils vont vous proposer des fournisseurs qui produisent et revendent ou des fournisseurs qui achètent de l'énergie renouvelable et qui revendent cette offre. Voilà. Et sur ce site, vous pourrez découvrir les différents types d'abonnements ou d'offres. Je vous ai mis aussi pour la bonne forme une facture de gaz. Donc là aussi, il y a souvent le nombre de la consommation qui est exprimée en kilowattheure. Parfois, elle n'est pas exprimée en kilowattheure, elle peut être exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes de gaz. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour faire votre suivi. Mais du coup, je vous ai rajouté un tableau qui vous permet de convertir un mètre cube de gaz en kilowattheure. Donc là, par exemple, si vous avez votre facture en mètres cubes, sachez qu'un mètre cube fait à peu près 10 kilowattheures, si vous voulez comparer. Pareil pour le bois. Je vous ai mis des informations sur les équivalences si vous avez un chauffage au bois et vous utilisez des pellets ou des stères des bois bûches. Alors, votre établissement est-il performant? Une manière aussi de faire des économies, c'est de se dire d'où vous partez par rapport à la moyenne. Est-ce que vous avez beaucoup de gains à faire? Donc, nous, on a accompagné récemment à peu près 310 établissements sur leurs mesures de consommation d'énergie et d'impact environnemental. Et je vous propose ces ratios-là. Donc, nous, on a ressorti par nuitée. On ramène tous nos calculs souvent par nuitée parce que l'énergie, elle est souvent dépendante du nombre de personnes dans l'hôtel et du nombre de personnes par chambre. Même si deux personnes peuvent parfois consommer autant qu'une seule, le linge est souvent un peu proportionnel, pas entièrement, mais en partie. L'eau chaude est directement proportionnelle au nombre de personnes, donc on ramène tout par nuitée pour pouvoir se comparer. Donc, en gros, un hôtel, c'est une vingtaine, 20 kWh par nuitée. Et un camping, c'est à peu près 10 fois moins en nombre de kilowattheures par nuitée. Alors, les hôtels consomment plus parce qu'ils sont ouverts l'hiver et l'été. On est dans des bâtiments durs aussi, il y a besoin de plus de chauffage et plus de clim. Beaucoup plus de couloirs aussi à chauffer ou à climatiser. Le camping, c'est beaucoup plus faible, c'est ouvert que l'été, il y a assez peu de clim, sauf maintenant dans les mobil-homes, et il y a peu de chauffage, sauf à mi-saison. Donc c'est vrai que, et en termes de nombre de personnes par unité, c'est plutôt des familles. Donc voilà, l'énergie par nuitée est plus faible pour les campings que pour les hôtels, sachant que ce n'est pas tout à fait le même service. Si on regarde dans le détail, il y a plus de la moitié de l'énergie qui est dédiée au chauffage, à la ventilation et à la climatisation dans un hôtel. On a à peu près, à part équivalente, autant pour tout ce qui est équipement électrique, notamment minibar ou autre, que pour l'eau. Et après, on a à peu près 10% pour le textile, la gestion du linge. Et l'éclairage, c'est toujours un point très mineur, à moins de 5% de la consommation d'énergie. Alors, ce qui est important, cette diapo est très importante, c'est si vous voulez faire des économies, on vous propose un ordre dans lequel faire vos actions. Donc, cette démarche, elle s'appelle Négawatt. Elle a été pensée au début des années 2000 et en fait, nous explique que ça coûte beaucoup moins cher de réduire de 1 kWh notre consommation d'énergie que de produire 1 kWh en plus d'énergie pour satisfaire nos besoins. Et donc, on nous propose de d'abord réfléchir à un système de sobriété. C'est là qu'on va réduire avec des bonnes pratiques pour faire coller les besoins de l'énergie par rapport aux usages. Donc là, c'est des économies sans investissement. Et donc là, bien sûr, on va faire des ratios d'économie très intéressants. Le deuxième levier, c'est l'efficacité. À partir du moment où on a bien identifié les besoins et qu'on met en face des équipements, eh bien, faire en sorte que ces équipements aient le meilleur ratio, le meilleur rendement possible pour être le plus efficace possible. Et enfin, c'est l'énergie renouvelable. À partir du moment où j'ai réduit mes besoins, j'ai des équipements efficaces, eh bien, je vais pouvoir le fournir avec de l'énergie renouvelable. Si on le fait dans ce sens-là, j'aurai besoin de beaucoup moins investir de panneaux solaires ou autres pour satisfaire mes besoins. Alors, si je commence d'abord par réfléchir sans changer mes besoins, sans être sobre, à mettre des panneaux solaires, je vais avoir besoin d'une surface 2 à 3 fois plus grande. Donc, ça va me coûter beaucoup plus cher. Si on regarde en termes de temporalité, la sobriété, ça peut être du très court terme. L'efficacité, c'est du moyen terme, c'est qu'il faut changer les équipements. Et le renouvelable, on va être sur du plus long terme, on va s'investir sur du 15 à 20 ans et on va se projeter vraiment sur des temps longs. Alors, si on regarde en focus, un petit point sur la sobriété. La sobriété, en fait, il y a trois manières de travailler la sobriété. Déjà, c'est d'éliminer tout ce qui est utilisation d'équipements non adaptés.
Par exemple, si vous utilisez un climatiseur portatif qui est en plus à la fenêtre qui est entrouverte, là, on est vraiment dans des utilisations pas adaptées. Si vous avez un frigo qui est à côté d'un chauffage, pardon, à côté d'un four, là, le réfrigérateur va un peu s'emballer et va avoir du mal à refroidir l'intérieur du réfrigérateur. Donc, c'est des équipements mal adaptés. Ensuite, ça va être d'adapter ou de réduire les besoins des utilisateurs, tout en respectant leur confort. On va voir comment on peut s'y prendre derrière. Et c'est d'optimiser l'existant. Tous les équipements que vous avez déjà installés, bah, si vous connaissez bien leur mode de fonctionnement, vous allez trouver forcément des manières de l'optimiser et vous amuser à mettre des horloges, à mettre des consignes de température ou autres pour les utiliser vraiment le mieux possible. Donc là, on est dans la sobriété. L'efficacité, on va être sur des choses encore plus techniques. C'est-à-dire qu'on va vouloir améliorer le rendement de nos équipements et, par exemple, de limiter les pertes énergétiques. Par exemple, une ampoule qui chauffe, c'est une perte d'énergie, le chauffage. Alors, même si l'hiver, ça peut être intéressant. Mais du coup, on va changer de technologie. On parle d'une ampoule à incandescence, on va la transformer en ampoule à LED. Ou ça peut être d'isoler notre réseau de chaleur. Là, on va être vraiment sur la réduction des pertes. Ensuite, on va être sur des équipements économes en énergie. Changer, par exemple, un ballon électrique par un ballon électrique d'eau chaude thermodynamique, qui va avoir un rendement 3 fois supérieur. Et enfin, c'est toujours travailler sur les temps de fonctionnement en mettant des systèmes d'horloge ou autres systèmes d'asservissement, de gestion technique du bâtiment, par exemple. Alors, un point important, un autre concept important, c'est le bioclimatisme. Là, on peut faire beaucoup d'économies grâce à ça. Alors, on est sur des temps un peu plus longs. Qu'est-ce que ça veut dire, le bioclimatisme? C'est qu'on va profiter des apports naturels de l'environnement pour chauffer ou refroidir notre établissement. Par exemple, l'hiver, on veut chauffer le plus possible notre établissement gratuitement. L'hiver, qu'est-ce qui peut chauffer gratuitement? Donc, c'est le soleil. Un soleil qui est plutôt rasant, qui est plutôt au sud, hein, il va se lever au sud-est et se coucher au sud-ouest. Et du coup, on va mettre des baies vitrées plein sud pour bénéficier des calories du soleil. Et on va essayer de stocker ces calories qui rentrent dans le bâtiment avec de l'inertie thermique derrière, avec des matériaux qui pèsent un peu lourd. Ça, c'est un des principes du bioclimatisme. En revanche, l'hiver, on veut se protéger du froid. Donc, on va mettre au froid, on va mettre au niveau des vents froids de la végétation qui va couper le vent, ce vent qui refroidirait l'établissement. Donc voilà, on va essayer, si on peut, on va mettre de la végétation. Ou alors, on va mettre des espaces tampons qui vont faire en sorte que l'établissement ne se refroidisse moins vite avec l'air extérieur. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place comme un garage ou des stocks. L'été, c'est l'inverse. On veut éviter de surchauffer. Donc, le soleil qui est rentré au sud, ben, on ne veut pas qu'il rentre. Donc, on va mettre des casquettes solaires, par exemple. Et la surchauffe, elle arrive surtout de l'ouest dans nos latitudes, de l'après-midi, avec le soleil qui est plutôt rasant, qui va être à très, très chaud. Donc, on va éviter de mettre des baies vitrées plein ouest, ou on va mettre de la végétation plein ouest. Donc là, on peut adapter son bâtiment. Alors, quand il est déjà construit, c'est un peu plus compliqué. On peut juste mettre des écrans, de la végétation, des casquettes solaires. Mais lorsque vous faites des plans, des bâtiments neufs, vous pouvez réfléchir en adaptant ce concept de bioclimatisme. Un point très important dans le bioclimatisme, on nous explique que le confort n'est pas qu'une question de température du bâtiment, de la pièce intérieure. C'est d'abord une question, bien sûr, de métabolisme, hein, là, on ne peut pas y faire grand-chose. Une question d'habillement, ça peut être important. Par exemple, l'été, mettre des couettes qui vont tenir chaud va peut-être inciter à mettre plus de clim dans des chambres d'hôtel. Donc, prévoir, pourquoi pas, plus ou moins d'épaisseur du linge de lit entre l'été et l'hiver. L'humidité, c'est un point extrêmement important. Plus il fait humide, plus l'air va récupérer des calories. Donc, l'hiver, un air humide autour de soi va pomper des calories de notre corps et on va avoir une sensation de froid. L'été, un air humide va nous empêcher de transpirer et donc on va avoir une sensation également de moiteur et d'inconfort. Donc, réduire l'humidité de l'air, ça peut être intéressant pour le confort des habitants. La vitesse de l'air, c'est également très important. Plus vous aurez un courant d'air qui passera autour de vous, plus l'air qui sera chaud à votre contact va être remplacé. Donc l'été, c'est très intéressant. Si on vous fait un courant d'air, vous allez dégager des calories pour réchauffer l'air qui arrive à nouveau autour de votre corps. Donc ça va vous rafraîchir.
L'hiver, c'est l'inverse. Si on vous enlève tout le temps l'air qui est au contact de vous et qui vous maintient une petite couche à 37 degrés, ben, vous allez vite avoir froid. Donc, éviter les courants d'air l'hiver, ça permet d'éviter de faire monter le chauffage. Bien sûr, il y a la température de l'air comme paramètre. Et puis la température des parois, ça aussi c'est très important. Des parois qui sont chaudes vont vous donner un confort beaucoup plus important en dégageant des infrarouges, alors que des parois froides, c'est l'inverse, c'est vous, votre corps, vos infrarouges qui va réchauffer les parois. Donc si vous ne pouvez pas faire grand-chose au niveau des parois, bah, vous pouvez mettre un tapis, vous pouvez mettre éventuellement des écrans type liège ou des matériaux isolants sur les parois verticales. Donc voilà comment on peut essayer d'atténuer les mauvaises sensations de froid et éviter de chauffer trop l'hiver, notamment. Hop. Alors, du coup, comment est-ce qu'on travaille aussi contre les pertes, les déperditions thermiques? Eh bien, on peut lutter contre les ponts thermiques. Donc là, vous avez une image d'un thermographie infrarouge. Donc ça permet de voir la température des éléments. Et plus c'est jaune, blanc, plus c'est chaud. Et donc, plus c'est chaud, plus ça veut dire que que la chaleur passe à travers le plancher ici et les parois. Donc là, il n'y a pas trop de mystère. Il faut couper cette fuite thermique vers l'extérieur. Et donc, on va parler de rupture de pont thermique. Et du coup, on va faire de l'isolation par l'extérieur. Donc là, c'est des investissements un peu plus gros, mais qui permettront de faire des économies par la suite. Vous avez voilà, ce type d'image. La maison tout au fond a une très bonne isolation des murs, mais a des mauvaises fenêtres. On voit que les fenêtres sont très rouges. Donc là, elle a une problématique de fuite thermique par les fenêtres. La maison du milieu est un peu moyenne. Elle a un problème de pont thermique ici. Les fenêtres sont plutôt bonnes. L'isolation est moyenne. Et la maison qui est tout devant, eh bien là, on voit sur cette surface-là, il y a vraiment des problèmes de pont thermique. Donc, il y aura une isolation à faire de ce côté-là et les fenêtres à changer. Voilà, il y a encore des ponts thermiques. Pour le triple vitrage, visez le triple vitrage uniquement au nord. Au sud, vous allez empêcher le soleil de réchauffer votre bâtiment l'hiver si vous mettez du triple vitrage. Voilà, ça c'était un peu pour les grands concepts. Vous avez déjà, j'imagine, noté quelques idées de solutions. Je vous invite d'ailleurs à noter les idées tout au fur et à mesure du webinaire. Là, je vous propose d'avancer maintenant sur les usages liés à l'eau. Je regarde juste quelle heure elle est. On est à peu près dans les temps. Alors, sur l'eau, comment réduire l'eau chaude enfin l'énergie dans un bâtiment, dans un établissement touristique? La première chose, c'est déjà de réduire la consommation d'eau chaude. Alors, réduire la consommation d'eau chaude, c'est réduire le volume d'eau chaude. On va voir ça derrière. C'est également être plus efficace, avoir des systèmes qui vont moins perdre de la chaleur pour amener l'eau chaude au lieu d'utilisation, pour produire l'eau chaude. Et enfin, ça peut être d'utiliser des énergies d'origine renouvelable. Je reprends la logique mégawatt. Sobriété, on réduit le volume. Efficacité, on a des meilleurs équipements. Et le renouvelable, on va avoir des équipements qui produisent ça plus ou moins de manière gratuite suite à l'investissement. Alors, comment on réduit le volume d'eau chaude? Bah, tout simplement, ça, je pense que c'est connu de la plupart des personnes, c'est mettre des aérateurs, des mousseurs au niveau des robinets, au niveau des douches, choisir des douchettes qui apportent un confort. Donc, la sobriété, c'est toujours d'assurer le confort, mais avec moins de volume nécessaire. Donc, par exemple, vous avez des douchettes qui proposent un extrême confort à 4,5 litres par minute. Je pense que Laurent en parlera tout à l'heure. Et je vous ai mis l'exemple sur une douche utilisée à l'année. C'est 80 euros d'économie juste sur l'eau. Et je ne parle même pas de l'énergie. C'est 80 euros d'économiser d'eau sur une douchette qui était à 14 litres par minute et qui passe à 4,5 litres. Ça, c'est un chiffre très intéressant. Donc, vous voyez, la douchette qui peut coûter aller au maximum une cinquantaine d'euros, eh bien, c'est amorti en moins d'un an. Vous avez en haut à droite, il y a des nouveaux aérateurs qui sont extrêmement forts en termes de réduction. C'est un peu comme dans les avions. Quand vous vous lavez les mains dans un avion, on a très peu d'eau. Et ben ça, c'est des choses qu'on peut installer tout en garantissant un confort. Et là, on est même à moins de 1 litre par minute en termes de consommation du robinet. Donc, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre et c'est vite amorti. Là, je vous ai remis quelques images de solutions qui permettent de réduire les consommations d'eau. Les choses à éviter, ce sont les mélangeurs, tout à gauche. Donc, plus on est à gauche, moins on est performant, et plus on est à droite, plus on est performant. Vous avez les mitigeurs qui permettent au moins de ne pas perdre de temps à régler la température de l'eau.
Vous avez les mitigeurs thermostatiques qui vont faire encore gagner du temps parce qu'on va savoir où est le chaud et où le froid, avec une température qui souvent ne bouge pas. Après, sur tout ce qui est robinet, il faut viser la temporisation, c'est-à-dire qu'on va activer l'eau que quand on a les mains en dessous. Le plus optimum, c'est toujours l'infrarouge, mais ça crée des déchets liés à des piles, hein, même si les piles durent longtemps. Autrement, ce qui est aussi apprécié, c'est tout ce qui est béquille, tout à droite, pour aussi des questions d'hygiène, pour réduire les consommations. On le retrouve souvent en restauration notamment ou dans les sanitaires communs. Autre piste pour réduire votre consommation d'énergie liée à l'eau, c'est isoler. Isoler toutes les canalisations qui distribuent l'eau chaude, isoler votre ballon d'eau chaude. Là, vous avez un ballon qui a une housse isolante autour de lui. Détartrer la résistance, parce que si la résistance a du tartre au-dessus, ça fait comme un isolant autour de la résistance et ça va faire une barrière pour réchauffer l'eau chaude de votre ballon. Mitiger l'eau chaude et l'eau froide au plus proche du ballon d'eau chaude. Comme ça, vous allez perdre moins d'énergie dans le réseau. L'eau chaude aussi, vous pouvez, dans le ballon, vous pouvez mettre une température de consigne qui peut descendre jusqu'à 55 degrés dans le ballon. Là, c'est les dernières réglementations, c'est suffisant pour la légionnelle. Attention tout de même à ne pas avoir dans le réseau trop de bras morts et trop de pertes en température. Donc, c'est pareil pour la mitigation, à faire attention dans votre réseau. Vous pouvez mettre des chaudières, alors soit qui s'éteignent entre 1 heure ou 5 heures du matin, ou qui ne fonctionnent, alors là on est plus pour le chauffage, ou des chaudières d'eau chaude qui ne fonctionnent qu'à heure creuse. Ça peut être intéressant avec le maintien en température le reste de la journée. Euh, Vous avez, pourquoi pas, des systèmes de bouclage à mettre en place pour éviter que les clients tirent de l'eau froide, mais qui aura été chauffée, sauf qu'elle s'est refroidie pendant longtemps, donc ça vous aura mangé de l'eau chaude. Pourquoi pas mettre un compteur sur l'alimentation de votre ballon d'eau chaude pour savoir exactement combien d'eau chaude vous consommez et voir, en faisant ça, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez besoin que d'un seul ballon d'eau chaude, ou en tout cas un en moins. Et autre piste, c'est d'avoir deux chaudières différentes, deux ballons différents entre l'eau chaude sanitaire et le chauffage, parce que l'été, si vous n'avez qu'une seule chaudière, en général, elle est surdimensionnée pour plusieurs mois de l'année, parce que vous allez vouloir travailler, enfin les dimensionner pour l'hiver, et donc vous allez souvent consommer plus d'énergie que nécessaire. Ça, c'était pour l'eau. Alors, ça peut-être un peu vite. L'idée, c'est de vous présenter des solutions clés en main, vous preniez des idées. Après, on aura beaucoup plus de temps d'échange et on aura Laurent Pascal qui prendra aussi un peu de temps d'expliquer son expérience. Alors, l'éclairage, on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu moins de 5% de la consommation d'énergie. Alors, de manière très triviale, la première chose à faire, c'est de lister vos ampoules, de voir lesquelles consomment encore beaucoup d'énergie et de changer vos ampoules vers des consommations plus faibles. Vous pouvez quasiment diviser par 10 vos consommations d'énergie liées à l'éclairage à ce niveau-là. Sachant que le chiffre que je vous ai montré tout à l'heure à 4% de la consommation moyenne dans un hôtel, en général, il y a déjà beaucoup de LED qui sont installés dans les hôtels que l'on mesure. Au-delà des types d'ampoules, c'est intéressant de voir que dans une démarche de sobriété, l'idée, c'est de correspondre aux besoins du client. Donc, on va allumer que quand il en a besoin. Donc, ça peut être, ou avec l'intensité dont il a besoin. Donc, ça peut être des minuteurs. J'appuie sur un interrupteur et si c'est juste un couloir, on peut laisser qu'1 ou 2 minutes, c'est largement suffisant. Ça peut être des détecteurs de présence également. On allume que quand il y a du monde, voire on a toujours une toute petite lumière qui est présente et quand il y a du monde, on se met plein pot. Ça peut être des détecteurs de luminosité. Par exemple, là, je suis dans un bureau, je n'ai pas la lumière allumée, mais elle pourrait très bien s'éteindre. Enfin, c'est un interrupteur que j'ai, mais elle pourrait s'éteindre toute seule si j'ai assez de lumen à mon poste de travail. Pas besoin d'éclairer en plus de la lumière. Mettre en place des horloges, bien sûr, des horloges astronomiques pour tout ce qui est éclairage extérieur, qui varient, en fait, le temps d'allumage varie en fonction de l'année, ou peuvent varier en fonction de l'intensité lumineuse. Donc là, on joue sur les temps et on peut jouer également sur la puissance avec des variateurs de luminosité, notamment pour la nuit. Si vous souhaitez tout de même avoir, pour question de sécurité, avoir toujours un petit peu de lumière à certains endroits, vous pouvez jouer avec des variateurs de lumière. Une possibilité, c'est de l'éclairage à LED à l'extérieur solaire. Donc là, vous avez plein de systèmes qui existent. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de réseau notamment installé. Attention néanmoins, on a tendance à équiper de plus en plus nos extérieurs de lumière. Et voilà, je fais une petite parenthèse sur la pollution lumineuse, qui est devenue le deuxième fléau en termes de perte de biodiversité au niveau de la planète. Et du coup, à utiliser vraiment à modération
car la plupart de nos insectes pollinisateurs pollinisent la nuit et on peut dénombrer l'été en France, chaque nuit, environ 1 milliard d'insectes qui meurent scotchés ou surprédatés autour des points lumineux. Donc, si néanmoins, pour des questions de sécurité, pour des questions de mise en valeur du patrimoine, vous souhaitez mettre en place des points lumineux, vous avez cette diapositive qui vous donne quelques conseils. Donc, si vous mettez des LED, enfin, il vaut mieux mettre des LED, mais surtout des LED de couleur chaude qui vont avoir moins d'impact sur la biodiversité. Et avec les LED, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment avoir une orientation du point lumineux pour éviter de passer l'horizon et d'attirer trop loin les insectes et la vie nocturne, et de régler les couleurs, les intensités et les temps d'éclairage pour que tout cela soit en bonne harmonie avec l'environnement. Alors, si vous voulez vous lancer dans un changement d'ampoule global de votre établissement, la première chose à faire, c'est faire l'état des lieux de vos ampoules existantes. Et vous pouvez facilement faire un calcul de coût qui est la puissance des ampoules fois le temps d'utilisation des ampoules fois le prix en kilowattheure. Donc ça, vous allez pouvoir voir combien ça vous coûte. Vous pouvez également, donc au-delà de, suite à ça, faire l'état des lieux des besoins d'éclairage. Et du coup, pour chaque besoin d'éclairage, voir si votre équipement est plutôt performant, ou imaginer des solutions de variateurs, de changement d'ampoule, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué à faire de manière individuelle. Voilà. Puis après, faire des devis et mettre en place les changements. Donc, vous allez voir que toutes les ampoules ne sont pas forcément à changer. Il faut vraiment s'occuper de celles qui fonctionnent le plus longtemps dans la journée. Et notamment, souvent, c'est des tubes fluo qu'on va retrouver dans les parties techniques. Voilà, si on continue, on change de poste, on va parler de chauffage, souvent le premier poste de coût. Alors, ce qu'on voit très souvent dans les mobil-homes, dans les gîtes, dans les meublés, alors un peu moins maintenant dans les hôtels, mais on en voit encore, ce sont des convecteurs électriques. Pas chers à l'installation, en mode on-off et facile à régler pour les clients. Eh bien, c'est ce qu'on peut trouver de pire en termes de chauffage, parce qu'on va chauffer de l'air. C'est comme si vous aviez un grille-pain qui chauffe de l'air avec une résistance électrique, cette résistance qui peut d'ailleurs prendre de la poussière. Et cet air chaud va monter, va se coller sous le plafond, et on va faire tourner le radiateur jusqu'à ce que cet air chaud à mi-hauteur soit suffisamment chaud pour nous chauffer le corps, mais jamais les pieds. Donc, c'est pas très performant. Et du coup, la première chose que vous pouvez faire, rapide, pour réduire vos coûts pour cet hiver, c'est remplacer vos radiateurs convecteurs électriques en radiateurs à inertie. Si vous n'avez pas trop de capacité d'investissement, c'est à peu près une centaine d'euros, allez, maximum par radiateur. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on ne va plus chauffer l'air, mais également, enfin, bien sûr, l'air va se chauffer au contact, mais en fait, la résistance est plongée dans un bain d'huile ou un bain d'eau qui va dégager des infrarouges et du coup va chauffer les parois, va chauffer les corps, l'air également, mais va avoir un confort thermique beaucoup plus intéressant. Et du coup, on va travailler, on va faire tourner la résistance moins longtemps. Et du coup, comme c'est des équipements récents, on peut mieux les régler en termes de consignes, en termes d'horloge, etc. On peut faire des ralentis la nuit et ça consomme en moyenne 2 à 3 fois moins d'énergie pour la saison, rentabilisé en un hiver en général. Donc ça peut être une urgence à mettre en œuvre. La pompe à chaleur, alors la pompe à chaleur, c'est la production, la consommation d'électricité en plus. Elle peut être très intéressante pour remplacer des chauffages au gaz ou au fioul. C'est-à-dire que vos chauffages au gaz ou au fioul, c'était un réseau de chauffage d'eau qui allait circuler après dans votre établissement. Eh bien, au lieu d'utiliser 1 kWh de gaz ou de fioul pour chauffer 1 kWh d'eau, à peu près, hein, vous allez utiliser 3 fois moins de kilowattheures d'électricité pour 1 kWh pour produire 1 kWh de chaud par une technologie de compression et de dilatation de gaz réfrigérant. Donc, c'est le système de frigo, hein, de pompe à chaleur. Donc, c'est vraiment intéressant lorsque vous remplacez des chaudières parce que vous avez déjà le réseau d'eau qui est installé, alors que dans le cas précédent, bah, ça va coûter peut-être beaucoup plus cher à installer. Donc voilà en quoi je trouve pertinent la pompe à chaleur. Si on résume au chauffage la démarche négawatt, donc c'est d'abord la sobriété, réduire les temps de chauffage. Ça sert à rien de chauffer trop la nuit. On dort mieux la nuit avec une température plus fraîche, par exemple. Dans les bureaux, ça sert à rien de chauffer aussi tout le temps à même température. On peut prévoir des horloges, oui, des plages horaires. Pensez à la fréquentation, parce que lorsque vos clients sont sortis, ils ont besoin de tout le temps la même température.
Est-ce que votre chauffage est réglé avec la météo également? Donc voilà, il faut essayer de régler tout ça. Ensuite, en termes d'efficacité, réseau de chaleur isolé, le meilleur rendement possible, on va voir ça derrière. Conserver la chaleur dans les locaux avec une bonne isolation. Et on peut même parler de récupérer la chaleur fatale, on va voir ça tout à l'heure, pour faire du chauffage. Et après, seulement passer au renouvelable lorsqu'on a fait des économies en kilowattheure. Alors, quelques exemples pour suivre vos consommations, ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment. C'est des systèmes qui vous permettent de piloter à distance avec un logiciel les modes de fonctionnement de vos équipements. Donc à gauche, là, c'est juste un compteur d'eau qui nous montre en temps réel quelle est notre consommation d'eau. Et là, je me rends compte sur cet établissement que tout le temps, même la nuit, il y a toujours 100 litres par heure qui sont consommés. Là, c'est dans un camping, donc on en déduit qu'il y a 100 litres de fuite par heure tout au long de l'année quand le réseau est ouvert, en tout cas. Donc, ça vous permet d'estimer des fuites. Tout à droite, on a un exemple de solution qui nous permet, qui nous chiffre les économies réalisées. C'est une GTB qui va directement programmer vos climatisations et chauffages en fonction des lieux d'installation et des horaires. C'est des gains très efficaces. Au milieu, c'est une GTB qui permet une interface qui permet de connaître en temps réel si notre climatisation fonctionne et à quelle température, pièce par pièce ou chambre par chambre. Si vous avez un système de chaudière, le bon truc à savoir, c'est que chaque année, vous avez une maintenance qui est obligatoire. Et lors de cette maintenance, on va vous donner le rendement de votre chaudière. Donc là, sur le ticket qu'on voit ici, c'est 92,7%. C'est-à-dire que pour 1 kWh de gaz ou de fuel brûlé, je n'ai que 92%, 0,92 kWh d'eau chaude. Donc, c'est des rendements qui sont relativement moyens faibles. Et du coup, vous pouvez demander à votre agent de maintenance quelles sont les solutions qu'il pourrait faire pour améliorer votre rendement. Alors, ça peut passer par améliorer la ventilation et l'arrivée d'air de la chaudière, avec de l'air un peu plus chaud notamment. Ça peut être l'isolation du réseau, l'isolation de la chaudière, ici les chaudières, elles ne sont pas isolées. Donc voilà, ils doivent être capables de vous proposer des solutions là-dessus. Beaucoup d'informations, tout ça. Mais du coup, je regarde quelle heure il est. Voilà, peut-être juste en... Je garde ça pour la fin. Avec les questions-réponses, je vous demanderai si vous avez une problématique particulière pour le chauffage pour essayer d'y répondre. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça pour après l'intervention de Laurent. Alors, sur la climatisation, bon, il y a beaucoup de choses qui sont similaires au chauffage en termes d'horaire d'utilisation ou autre. Le plus important, toujours en démarche de sobriété, c'est de se protéger de la surchauffe des bâtiments. Se protéger de la surchauffe, ça peut être de mettre en place des écrans. Donc là, vous avez des exemples de casquettes solaires, sur la gauche, qui permettent d'éviter que le soleil tombe directement dans le bâtiment. Au-delà des écrans, donc ça peut être par exemple la mise en place d'une pergola ou de voilage. Au-delà des écrans, vous avez la végétalisation du bâtiment ou des espaces autour du bâtiment. Et ça, pour moi, c'est le point le plus efficace parce qu'en fait, le végétal, donc un arbre, va déjà faire de l'ombre et va refroidir par le fait qu'il y ait de l'ombre, mais également va respirer. Et quand les feuilles respirent, elles vont faire sortir de l'eau. Elles vont diffuser de l'eau. Et cette eau va s'évaporer. Et lorsque l'eau passe de la phase liquide à la phase vapeur, elle a besoin d'énergie, elle va pomper des calories dans l'air. Et donc, si elle pompe des calories dans l'air, elle va refroidir l'air ambiant. Donc, en fait, il y a un double effet lié au végétal, le fait de faire des écrans, de faire de l'ombre, mais en plus, va refroidir artificiellement, enfin naturellement, si on n'est pas artificiellement, c'est naturel, va refroidir l'air ambiant. Et là, il y a une étude sur la ville de Paris qui a montré que si on mettait en place un plan de végétalisation correct, on pouvait réduire de 6 degrés la température l'été dans Paris. Vous voyez un peu la différence. Donc, ça peut être très intéressant pour vous, pour faire des économies de clim et même d'apporter du confort aux clients, de végétaliser au maximum les abords de votre hébergement. Alors, si on reste sur le côté chauffage, ventilation, on va voir un peu autour de la ventilation, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comment ça fonctionne la ventilation? En général, c'est de la ventilation simple flux.
où en fait vous avez un système qui va pomper l'air de votre bâtiment et l'air est remplacé par toutes les petites ouvertures qu'il va y avoir au-dessus des fenêtres, sous les portes, parfois à travers les murs, etc. Ça, c'est de la simple flux, on tire de l'air et l'air est remplacé. Ce qu'il y a, c'est quand on va tirer de l'air l'hiver, l'air que l'on aspire, il a été chauffé par le chauffage. Et donc l'air qui rentre, il va falloir le réchauffer. Donc en fait, l'une des pertes énergétiques liées à la ventilation, c'est le fait de chauffer plus à cause d'une ventilation très importante. Donc une manière de faire des économies, c'est de réduire la ventilation lorsqu'on le peut et lorsqu'il n'y a pas besoin de ventiler. Lorsqu'il n'y a pas besoin de ventiler, c'est lorsqu'il n'y a pas de problématique de santé, donc lorsque l'air n'est pas vicié. L'air est vicié lorsqu'il est humide, on respire dedans, lorsqu'il y a eu des usages sanitaires. Et donc, une des solutions, c'est de faire varier le débit d'air en fonction de l'humidité de l'air. Et donc, ça peut être d'installer des bouches de ventilation hygroréglables qui vont réduire le débit d'air aspiré en fonction du taux d'humidité. Donc, si vos clients ne sont pas dans la pièce, s'il n'y a pas de problème d'humidité, vous allez réduire le débit d'air et vous allez faire des économies de chauffage. Donc ça, c'est une trentaine d'euros, la bouche de ventilation. Et après, c'est des piles classiques dedans. Donc, pensez aussi aux piles rechargeables pour éviter d'avoir une gestion des piles trop génératrice de déchets. On continue d'avancer dans les différents postes de fonctionnement. Et là, on va parler du linge et de la blanchisserie. Euh, le linge et la blanchisserie génèrent beaucoup d'énergie pour le lavage et pour le séchage. Donc, toujours une manière de sobriété, c'est déjà, est-ce que vous mettez en place les bonnes quantités de linge auprès des clients? Est-ce que lorsque vous avez un client seul dans une chambre, est-ce qu'il a accès à du linge pour deux ou pour toute une famille? Dans ce cas-là, il aura tendance parfois à tacher ou à utiliser trop de linge, ou le linge sera changé de manière automatique. Est-ce que vous pratiquez bien les non-recouches? Est-ce qu'elles sont bien proposées? Est-ce que c'est proposé par défaut au client? Il y a beaucoup d'économies à faire à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un bon suivi du flux de linge, là également pour éviter les problématiques de manque de linge au dernier moment? Donc, donc ça, c'est pour le lavage externe, mais pour le lavage interne, donc on peut prendre les mêmes choses. Est-ce que vous avez bien réfléchi aux différents programmes, à la quantité de produits d'entretien par rapport à la dureté de l'eau? Est-ce que vous remplissez bien les machines ou est-ce que votre machine adapte la quantité en fonction du poids de linge qui est mis dedans? Donc ça va être important pour faire des économies et éviter un certain nombre de cycles pour les vieilles machines qui ne sont pas trop automatisées. Euh, je vois l'eau qui file. Euh, d'autres possibilités, c'est aussi de récupérer la chaleur du sèche-linge. Je pense que j'ai une présentation juste derrière, pour préchauffer l'eau chaude. Donc ça, c'est un peu plus technique, c'est de la plomberie. Mais autrement, si vous êtes sur des petits établissements ou si vous avez de la place, pensez en saison à sécher au maximum à l'air libre, au soleil, pour faire de nombreuses économies liées au sèche-linge. Euh, Si vous avez un sèche-linge qui est un peu en bout de course, vous pouvez également le remplacer par un sèche-linge avec une pompe à chaleur. Vous allez diviser par 3 la consommation d'énergie du sèche-linge. Donc là, d'ailleurs, il y a des aides là-dessus. J'ai tout un volet là-dessus. Là, c'est la récupération de chaleur. Dernier poste qu'on va regarder ensemble, c'est le poste cuisson et restauration. Alors, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup j'ai vu quelques villages vacances et campings qui participent. Je vais être aussi très rapide. Gardez en tête que, il y a autant d'énergie pour gérer le froid dans un restaurant que pour gérer la cuisson. Donc, s'occuper du restaurant, il y a souvent même plus d'énergie pour le froid que pour la cuisson. Donc, c'est d'abord bien réfléchir à la gestion du froid, des chambres froides, des armoires froides, des frigos, d'où elles sont situées, comment elles sont entretenues, enfin, en parallèle de penser à la cuisson. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Pour la cuisson, si on va chasser les gaspillages, excusez-moi, on vous propose de mettre en place un plan de cuisson, un plan d'allumage, pardon. Vous avez ici des typologies de temps d'allumage, de temps de montée en température pour différents types d'équipements. Ça peut être bon à avoir en tête et à mettre en place avec vos équipes. Voilà, c'est indicatif, hein, ça peut varier en fonction de l'âge et de l'entretien du matériel. Mais c'est intéressant de se dire que pour les plaques de cuisson, on n'a pas besoin de mettre la plaque de cuisson à chauffer dès le début.
dès le début du service. Pour la cuisson, bien sûr, il y a des éco-gestes rapides à mettre en œuvre, hein. C'est tout ce qui est couvercle. Ça paraît évident, mais il y a plein de cuisines, il n'y a pas forcément. Et pensez à des couvercles transparents. Comme ça, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Évitez d'ouvrir la porte du four pour vérifier. Donc, parce que en une seconde, on perd 5 degrés. Donc, bien penser à bien nettoyer le four aussi pour pouvoir voir ce qui se passe dedans. Respecter les températures de friture, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour la santé. Puis après, vous avez des choix d'équipements parfois un peu plus performants. Tout ce qui est brûlure séquentielle, plaques à induction, qui réduisent aussi le risque de brûlure, voire des plats avec des alliages qui permettent de cuire plus vite. Voilà, beaucoup de solutions à avoir en tête. Euh, voilà, ça, c'est un peu de répétition que je vais passer. Un point important, c'est de bien avoir des espaces séparés pour tout ce qui est espace cuisson, espace de froid, de réfrigérateur ou d'armoire froide. Il est aussi possible de récupérer toutes les calories des armoires froides pour préchauffer quelque chose. En général, le plus utile, c'est de préchauffer de l'eau chaude dans votre bâtiment, notamment pour l'eau chaude salide. Voilà, ça fait beaucoup d'aides et de solutions. Enfin, beaucoup de solutions, pardon. Et là, on va voir quelques aides qui peuvent être proposées. Alors, on va faire du classique au début. Vous avez les C2E. Les C2E, c'est des aides qui vous permettent, c'est des certificats d'économie d'énergie qui permettent, lorsque vous remplacez du matériel par du matériel plus efficace, vous faites de l'isolation ou autre, vous avez un soutien financier de la part des acteurs de l'énergie pour vous aider à mettre en place ces solutions. En général, c'est connu de vos prestataires qui vont l'inclure dans les devis. Donc là, ça peut aller de 5% jusqu'à 60% du matériel en fonction des fiches et enfin des travaux que vous allez faire. Autre point, c'est BPI France qui peut vous aider à financer tout type d'investissement lié à la transition écologique avec des taux bonifiés et des différés. Ce qui est intéressant avec les différés, c'est que ça vous permet d'investir sans surcoût de trésorerie sur le moment, puis de commencer à avoir des économies et commencer à rembourser sur le montant des économies. Ça, je trouve ça très intéressant à avoir en tête ce type de financement. Vous avez le fonds tourisme durable. Alors, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en avez déjà entendu parler. C'est des aides financières mises en place par l'ADEME sur les communes pour les hébergements touristiques et les restaurants sur les communes de moins de 20 000 habitants euh, pour faire des travaux pour au moins 5 000 euros de demande de financement. Et en moyenne, c'est 55% de financement sur tous ces travaux. Donc ça porte sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets ou sur d'autres choses, d'autres accompagnements plus stratégiques dans votre transition touristique. Voilà quelques exemples ici sur la rénovation du bâtiment, l'isolation des murs extérieurs ou autres. Vous avez des forfaits, par exemple 40 euros par mètre carré pour isoler par l'extérieur. Donc là, vous avez vos conseillers. En général, ce sont j'ai vu qu'il y avait Vendée Extension qui était là, il y a le Atlantique Développement, Sarthe Tourisme. Enfin, ces acteurs-là peuvent vous guider pour vous aider à monter des dossiers. Vous avez l'ADEME. Alors, l'ADEME a des aides pour le fonds chaleur. Donc, le fonds chaleur a pour but de réduire les consommations d'énergie et de produire avec de l'énergie d'origine renouvelable ou de récupérer l'énergie. En gros, vous avez quelques exemples qui sont présentés ici. Mettre en place du solaire thermique pour l'eau chaude solaire, ça peut être aidé par le fonds chaleur. Récupérer la chaleur fatale, par exemple, de vos chambres froides, ça peut être aidé par le fonds chaleur, notamment pour tout ce qui est équipement qui produit cette énergie ou qui récupère l'énergie, mais en plus pour tous les réseaux de chaleur que vous allez devoir refaire dans votre hébergement pour amener cette énergie, cette chaleur d'origine renouvelable dans les chambres ou dans le ballon d'eau chaude. Là, il y a des aides très intéressantes à avoir en tête. Pour les fonds chaleur, en région Pays de la Loire, il y a des contrats régionaux qui sont mis en place avec des chargés de mission du territoire, de vos territoires, qui peuvent vous aider à dimensionner vos besoins pour le fonds chaleur. Donc là, l'idée, c'est de se rapprocher de votre correspondant ADEME ou de votre correspondant du fonds tourisme durable qui vous orientera vers le bon prestataire, le bon acteur de votre territoire qui pourra vous aider à faire ce pré-diagnostic fonds chaleur. Autre aide disponible, c'est un nouveau diagnostic qui a été lancé par la BPI.
qui s'appelle le diag Éco-conception, qui vous permet de faire l'état des lieux environnemental de votre hébergement touristique. Et cet état des lieux, c'est 18 jours d'accompagnement pour mettre en place un plan d'action sur le plan environnemental pour soit obtenir l'écolabel européen, soit réaliser votre étiquette environnementale, mais surtout pour vous aider à mettre en place des actions pour réduire vos coûts, votre énergie, et voire même monter des dossiers de financement avec vous. Parce qu'on a le temps sur ces 18 jours d'accompagnement. Vous avez également depuis peu la mise à jour du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique, donc avec une batterie de travaux sur l'isolation, le chauffage, qui peuvent être éligibles à des crédits d'impôt, et c'est cumulable avec les C2E. Donc ça, c'est intéressant également. Si vous avez plus de crédit d'impôt que votre impôt sur les sociétés, bah, vous recevrez un crédit, donc un virement de la part de l'État. Vous voyez les différentes aides qui sont soutenues. Voilà pour un état des lieux des actions court terme à mettre en œuvre dans vos établissements. Je propose qu'on passe la parole à Laurent. Et puis, Laurent, si tu à peu près en un quart d'heure, si tu peux nous faire ton témoignage. Puis après, comme ça, on se gardera un bon quart d'heure d'échange avec les participants, soit sur le domaine de Pan, j'ai écrit du, mais c'est deux pans, soit sur les solutions qu'on a évoquées, voire même si vous avez une problématique particulière, on pourra essayer de voir quelle est la meilleure approche. Est-ce que Laurent, tu... Voilà, je Je te suis vois. là. Alors déjà, Laurent, Bonjour merci pour Hubert, ta participation. avec Euh, plaisir. je te laisse te présenter et nous présenter le domaine de pense. Tu me diras quand je devrais dérouler les slides. Ça roule. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Donc moi je suis Laurent Pascal, le créateur donc du domaine de Pan. C'est un écolodge mi-hôtel, mi-villa installé sur le parc de Brière, donc en Loire-Atlantique, sur la presqu'île de Guérande. Donc on m'a demandé d'intervenir pour illustrer un peu les propos de Hubert. Parce que le domaine de Pan est un lieu un peu unique, c'est un lieu qui est 100% autonome et hors réseau. Donc l'idée de ce lieu-là, c'était de pouvoir proposer un concept hôtelier qui maîtrise vraiment son impact environnemental et donc qui maîtrise vraiment aussi ses consommations d'énergie et d'eau. Tu peux avancer, Hubert, si tu veux. Pour commencer, je pense que le plus parlant, c'est de parler justement des réductions de consommation d'énergie que l'on a pu constater depuis un an que l'on a ouvert le domaine de Pan. En fait, on a pu constater 74% en fait, réellement d'économie d'énergie. 74%. Euh, donc, si on le remet au budget de l'établissement, ça correspond à peu près à 8 900 euros d'économie de charge. Bon, pour arriver en fait à cette économie de consommation électrique et d'énergie d'une manière globale, ça passe tout d'abord par une maîtrise des consommations d'eau, parce que si on arrive à maîtriser les consommations d'eau, finalement, on arrive à maîtriser les coûts liés à la production d'eau chaude. On va voir également que l'énergie permet de produire tout ce qui va être éclairage, équipement dans les chambres, dans les parties communes, mais également, euh, pardon, je perds un peu, j'ai été pris haut du pourvu, voilà. Euh, et donc après, on a développé tout un programme lié au respect de la biodiversité. L'idée de ce projet, c'était de pouvoir avoir un programme hôtelier qui soit vraiment on va dire, dans une dynamique de slow tourisme. Donc, en fait, au-delà de toute la production d'énergie, la maîtrise des consommations d'eau, on a voulu vraiment mettre le produit hôtelier dans son environnement et offrir une expérience un peu différente, finalement, de ce que l'on a l'habitude d'avoir dans la plupart des hôtels. Tu peux avancer si tu veux, Hubert. Donc, comme je vous le disais, le domaine de Pan est totalement autonome. Donc, ça, c'est une particularité qui nous a poussé finalement à maîtriser nos consommations parce qu'à la différence de la plupart des établissements,
Et à la différence également de ma vie quotidienne, de mon appartement, l'énergie est limitée au domaine de Pan. Donc en fait, on n'a pas une capacité de consommer plus que ce que l'on produit. Donc étant donné qu'on a une énergie qui est limitée, on a dû trouver des solutions pour vraiment maîtriser nos consommations. Donc je vais revenir sur cette partie maîtrise des consommations juste après, mais là pour commencer à comprendre un petit peu le produit, donc on produit notre électricité avec des panneaux solaires que vous voyez en photo, qui sont des panneaux solaires de fabrication française, qui plus est. 96% de l'électricité est produite par les panneaux solaires. On a également un groupe électrogène qui nous permet de pallier à des fortes demandes que l'on peut avoir. Alors bien évidemment, c'est un peu contraire à notre démarche, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix d'avoir encore cet appoint qui correspond à peu près à 4% de la production d'électricité. 6,5 kg de panneaux, donc, et 70 kg de batterie, parce que donc, qui dit site autonome dit qu'on a besoin de stocker l'électricité pour les périodes faibles ensoleillement et bien sûr pendant la nuit. Donc voilà, donc, ça correspond à peu près à la capacité d'une voiture électrique. Pour la production d'eau chaude et de chauffage, on a deux inserts bois et un poêle qui n'est pas marqué et qui fonctionne très très régulièrement. On a même dans une des chambres justement l'un de ces inserts bois. Donc ça participe vraiment aussi à l'expérience client d'avoir des cheminées dans les chambres. Et on a une grande salle qui fait à peu près 40 mètres carrés, qui est quasiment chauffée exclusivement avec la cheminée. On a la chance d'avoir 2 hectares de forêt, donc c'est sûr que pour nous, c'était un sujet évident de produire le chauffage avec le bois qu'on a sur place. On a prévu l'année prochaine, pour limiter notre consommation, pour réduire notre consommation de gaz, de passer au solaire thermique. Donc le solaire thermique, c'est ni plus ni moins que des sortes de panneaux solaires photovoltaïques, mais au lieu de produire de l'électricité, ils produisent de l'eau chaude et donc du chauffage également. Le bureau d'études à qui on a fait appel nous a dimensionné un système qui permettrait de produire 100% d'eau chaude et de chauffage de mars à octobre. Et donc on espère avec ce système de solaire thermique plus une chaudière bois dans un bâtiment qu'on est en train de rénover, annexe au bâtiment principal. Donc ces deux technologies nous permettraient de réduire la consommation de gaz de l'ordre de 80%. On a donc encore aujourd'hui du gaz qui est consommé sur place. On a une citerne de gaz, mais donc on ne pense pas la supprimer totalement. On pense, et on est assez à l'aise là-dessus. On préfère se dire qu'on a toujours cette petite soupape de sécurité, mais si on arrive à réduire de 80% notre consommation de gaz, ça sera pour nous, on va dire, un objectif parfait. Si on est très concret, l'un des outils les plus efficaces pour nous, pour maîtriser nos consommations, c'est cette tablette qui nous permet de suivre en temps réel vraiment la consommation d'électricité. Et souvent, on parle et tout le monde fait attention à ça, aux fuites d'eau. Ça paraît évident de mesurer les fuites d'eau, mais avec cette tablette, nous, on va mesurer les fuites d'électricité. C'est assez bizarre d'employer ce terme. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent, mais on va tout au long de la journée regarder cette tablette pour voir combien on consomme. Cette tablette nous donne aussi une information essentielle qui est combien on produit et quel est le niveau de charge des batteries. Et avec ces données, finalement, on a la capacité de pouvoir agir en temps réel sur la consommation. Typiquement, si vous regardez en haut à droite, le carré vert, c'est vraiment la consommation qu'on va avoir en temps réel. Et de temps en temps, pour voir un peu le niveau de connaissance des personnes en la matière, on demande combien vous pensez consommer dans votre habitation, dans votre hôtel, à un instant T. Et en fait, c'est quasi impossible. Personne n'est capable de dire la consommation en temps réel, mais uniquement quasiment à la fin du mois quand on reçoit sa facture. Sauf que bon, on s'aperçoit que c'est un peu trop tard.
alors que le fait d'avoir en temps réel sa consommation bah, permet d'agir dessus. On a aussi un tableau qui nous permet de suivre nos consommations, qui nous paraît évident finalement quand on l'a mis en place, mais euh, peu le font. Mais ce tableau nous permet de voir mois par mois notre total de consommation d'eau, d'énergie, d'électricité, de gaz, euh, voire même la consommation de bois. Et ce qui nous permet, en le remettant au nombre de chambres, de pouvoir mesurer les consommations et puis l'impact environnemental de l'établissement. Donc ça, c'est un tableau qui est très facile à faire. On prend une photo, j'ai une personne dans l'hôtel qui prend chaque début de mois une photo des compteurs, qui exporte les données de notre logiciel de pilotage de production d'énergie. Et j'ai une autre personne qui va tout simplement compléter un tableau Excel. Ça prend au bas mot 5 minutes. Et les derniers sujets sur les bonnes pratiques, c'est par exemple que grâce à cet outil là dont on parle sur le suivi des consommations, les équipes agissent immédiatement dessus. C'est-à-dire que, étant donné qu'encore une fois, nous, on est autonome et que l'énergie produite par les panneaux solaires est faite la journée, bah, bien évidemment, on va programmer la plupart des machines la journée. Le lave-verre va principalement fonctionner en plein milieu de la journée. Si le barman, à 23 heures, il s'aperçoit que le niveau des batteries est faible, bah, typiquement, il va faire tout pour ne pas avoir à l'utiliser à 23 heures le soir et attendre que ça soit fait le lendemain matin en laissant un petit mot à la personne qui sera là le lendemain matin pour pas qu'elle le découvre et qu'elle soit mécontente. Voilà. On va, de la même manière, on va injecter de l'eau chaude dans le lave-vaisselle pour éviter de faire fonctionner les résistances. La plupart des nouveaux modèles de lave-vaisselle permettent d'avoir deux entrées. Et donc, nous, ça nous permet étant donné qu'encore une fois, l'électricité est limitée, de pouvoir réduire la consommation de la vaisselle. Mm. Et bien évidemment, Pardon, mais là, c'est intéressant parce que du coup, ton eau chaude l'été, elle est solaire. Donc, en fait, l'énergie de l'eau chaude du lave-vaisselle l'été, elle est gratuite. alors, dans notre cas, on a encore le gaz, mais quand on sera au solaire thermique, ça sera tout à fait le cas. Ça sera tout à fait le cas. Et le dernier sujet sur lequel on porte peu attention, c'est finalement l'électroménager basse consommation. J'ai un exemple très concret, c'est les fameuses fontaines à eau dont tout le monde recommande l'utilisation et qui paraît évidente. Avant d'acheter notre fontaine à eau, on a fait une étude de marché, on a contacté Caudalie et les différentes marques, et on s'est aperçu que même eux ne connaissaient pas vraiment la consommation réelle de leur machine, ce qui est assez particulier. Ils ne savaient pas non plus nous dire si ces fameuses machines à eau consommaient de l'énergie en permanence, ce qui pour nous finalement serait un problème. Si on avait une machine à eau qui consommait de l'énergie 24 heures sur 24, alors que, ben, je ne sais pas, de 23 heures à 7 heures du matin, personne ne l'utilise, ça serait une aberration. Donc on a trouvé un modèle suédois de machine, de fontaine à eau, de très bonne qualité, très esthétique, et qui consomme 0 euh, zéro watts d'énergie quand on ne l'utilise pas. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a eue sur un peu l'ensemble des équipements, que ce soit la verre ou réfrigérateur. On va à chaque fois non seulement regarder l'étiquette environnementale, mais on va regarder la consommation réelle de l'équipement. Et petite question, du coup, pour un ordre de grandeur, est-ce que tu te souviens un peu combien ça consomme en puissance, une fontaine à eau? Les autres modèles, c'est quoi? C'est du 500 watts, 800 watts, moins? Non, c'est beaucoup plus bas. Ouais. Un réfrigérateur va consommer à peu près 150 watts, on va dire, un réfrigérateur assez efficace. Et la fontaine à eau consomme à peu près 100 watts. Donc on est un peu moins qu'un réfrigérateur. Donc 100 watts heure. Donc mis quoi, avec Donc, une consommation tout au long de la 4 journée. kilowattheures à la nuit, par jour, fois 365. Ouais. On arrive à des gros montants. Et donc je reviens sur ce tablette là. Donc cette tablette-là est de la marque Victron. C'est en fait une tablette qui est utilisée sur les yachts normalement, parce qu'il y a peu d'établissements, ou peu de maisons, ou d'établissements qui sont autonomes. Et donc nous, on a dû piocher dans le milieu du yachting
pour notre infrastructure. Mais l'équivalent français, quoi, l'équivalent domestique, j'ai envie de dire, s'appelle EcoJoco, ECOJOKO. Et c'est plus ou moins le même fonctionnement. Vous voyez en temps réel combien vous consommez. Donc, au domaine de Pan, on sait quand tout est fermé, quand l'établissement quand toutes les lumières sont éteintes, il n'y a personne sur place, on consomme 300 watts. Ces 300 watts, on les voit, donc en temps réel, on consomme 300 watts. Si on débranche les bornes Wi-Fi, on va passer à 270 watts, 260 watts. Si on débranche l'un des frigos, parce qu'on n'en a pas l'utilité pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ben, on va consommer plus que 170 watts. Et donc le fait de voir en temps réel avec ces outils-là, ces consommations, pour nous, ça a changé vraiment radicalement la chose et ça nous a vraiment permis d'agir non seulement moi qui suis le fondateur du lieu et qui suis plus ou moins convaincu de ces pratiques, de ces bonnes pratiques-là, mais aussi toute mon équipe. On a 5 personnes dans notre établissement en pleine saison. Les 5 personnes vont regarder cette tablette et voir les consommations et sont devenues vraiment sensibles à ces sujets-là. Donc ça, c'est un des outils pour moi qui est vraiment majeur. euh, Cette tablette-là ou le modèle EcoJoco qui coûte 200 euros à peu près, qui coûte 200 euros et qui est très facile à installer. On peut avancer, Hubert, si tu veux. Donc, dans la même dynamique, le fait de savoir combien on consomme, et là, en l'occurrence, combien on consomme d'eau, permet aussi d'agir directement dessus. Et donc, nous, on a fait le choix d'installer des pommes de douche qui s'appellent Hydrao, Hydrao, qui indiquent par un jeu de couleurs la quantité d'eau qu'on utilise par douche. Ça passe du vert au bout de 10 litres au bleu, au violet, au rouge clignotant. Quand on arrive au rouge clignotant, c'est qu'on a consommé 50 litres d'eau. Ça ne vous met pas de décharge électrique, ça pourrait, mais ça vous donne juste l'information. Donc il n'y a rien de négatif. Encore une fois, nous, c'est un hôtel 4 étoiles, on a une clientèle relativement exigeante, mais finalement, ceux qui sont soucieux de regarder ça, ils le regardent. Ceux qui ne sont pas soucieux, bah, n'y portent pas attention, donc il n'y a rien d'intrusif. Et les résultats sont énormes. C'est qu'on consomme en moyenne, on va dire, entre 15 et 18 litres par douche dans notre établissement. La moyenne dans l'hôtellerie est aux alentours de 80 litres. Et donc, ce n'est pas exclusivement grâce à ce jeu de couleurs, c'est aussi grâce à la réduction du débit et la démarche, on va dire, un peu pédagogique que l'on a mis en place. Mais cet outil-là a un impact énorme sur la réduction des consommations d'eau. Donc, encore une fois, on a moins de 20 litres versus 80 litres dans l'hôtellerie. Et la moyenne en France, à la maison, je crois que c'est environ 50 litres. Donc, c'est un vrai sujet parce que la réduction des consommations d'eau bah, permet aussi de réduire les consommations d'eau chaude et donc d'électricité et ou de gaz. Donc, ça a un effet immédiat. Et comme je l'ai... Sachant que juste, toi, l'eau, c'est de l'eau que tu pompes. Et donc, il y a Oui, aussi de l'électricité pour juste le pompage et le traitement de l'eau aussi. exactement, exactement. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais donc l'eau vient forcément à un moment donné à épuiser. Donc nous, on la puise sur place. On a une pompe qui consomme 800 watts quand elle se déclenche. Donc c'est pas anodin. Après, on a tout un système de potabilisation. Donc chaque appareil consomme de l'énergie. Donc chaque litre d'eau qu'on économise, finalement, c'est autant de watts, de kilowatts d'électricité économisés. Euh, Tu peux avancer si tu veux. Et bon, il y a plein d'autres sujets à aborder, mais l'un des derniers sujets, c'est finalement aussi d'avoir une équipe formée. Et donc, j'ai fait quelques établissements dans ma carrière et à chaque fois, on nous remet un livret d'accueil. Ce livret d'accueil parle un peu de l'histoire de l'entreprise, des standards, des règles de fonctionnement. Et nous, on a créé en fait, en plus de ce livret d'accueil, un livret environnemental qui est très simple, qui est en 4 pages et qui va parler des bonnes actions, des bonnes pratiques en matière de maîtrise des consommations d'énergie, en matière de gestion de l'eau, en matière des déchets. Et donc, on va aborder dans ce livret environnemental qu'on remet à nos collaborateurs lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise, bah, les bonnes pratiques de l'établissement pour tout de suite les former, les informer et les sensibiliser sur ces sujets-là. On a aussi différents affichages qui sont mis en place, et notamment comment dirais-je, un petit flyer qui est accroché sur chaque
pommeau de douche, entre guillemets, qui explique aux clients les paliers de couleurs. Donc voilà, on a différents affichages. C'est aussi des sujets qui sont régulièrement abordés en interne. Quand on fait des réunions en équipe, on va de temps en temps reparler tel sujet ou tel autre euh, sur ces sujets environnementaux. Et on fait aussi, bien évidemment, des formations et des séminaires. On a notamment fait une formation avec Openland, c'était une sorte de pseudo-fresque du climat pour simplifier, dans lequel on a impliqué l'ensemble des collaborateurs et qui permet de comprendre le rôle qu'on joue finalement en tant qu'entreprise et hébergement touristique sur la préservation de l'environnement. Donc ces sujets-là, finalement, font que l'ensemble de l'équipe est investi dans la dynamique. C'est pas du tout imposé, c'est fait de manière positive et au contraire, ça devient finalement un peu une source de satisfaction et de fierté de travailler dans un établissement qui porte ces valeurs-là. Et donc, au bout du bout, c'est aussi chacun des collaborateurs qui porte un peu la bonne parole auprès des clients et qui nous permet finalement d'impliquer les clients dans notre programme environnemental en leur dévoilant un peu tout ce que l'on a mis en place. Donc voilà, donc on prend le temps, et chaque collaborateur, en tout cas, moi je prends le temps d'en parler avec eux et on prend tous le temps d'échanger sur ces sujets-là, autour du slow tourisme, autour de l'expérience qu'on propose auprès de nos clients. Et au final, les résultats sont très positifs, mais aussi en termes d'expérience client, parce que les clients viennent pour ça dans notre établissement. Donc ça devient un peu un élément marketing aussi, et on est tout à fait à l'aise là-dessus. Ils ne subissent en rien le fait de réduire, voilà, le fait de moins consommer d'eau que dans un autre établissement, ça ne les impacte en rien de manière négative. Et donc voilà, donc on est assez fiers parce que la boucle est bouclée de de tout ce programme-là. Je pense que tu peux avancer, mais je crois que c'est la dernière. Et c'est juste pour évoquer. Je me suis demandé là en préparant très rapidement, très rapidement préparé cette intervention, quelles étaient finalement les actions qui étaient les plus impactantes. Et j'ai essayé de chiffrer ça. Et je me suis rendu compte que la bonne gestion de l'éclairage, je pense que ça correspond à peu près à 25% de notre réduction, à notre, à notre faible niveau de consommation d'énergie. Et donc la bonne gestion de l'éclairage, c'est avoir ce dispositif qui permet de surveiller en temps réel la consommation. Et je vais juste vous donner aussi un autre exemple, c'est l'installation de variateurs. On a une grande salle qui fait 40 mètres carrés, on a 20 spots au plafond, et j'avais demandé à l'électricien impérativement d'installer un variateur et de choisir des lampes adaptées. Quand les lumières sont mises au minimum, ce qui correspond, on va dire, le matin, le matin, on allume les lumières, mais on les met au minimum, cette salle consomme à peu près 70 watts. Quand on met le variateur au maximum, donc le niveau des lampes qui serait si on n'avait pas de variateur, on est à peu près à 350 watts. Donc on passe de 70 watts à 350 watts juste en pouvant varier, on va dire, la luminosité. Euh, et donc ça a des économies énormes derrière, sans forcément, encore une fois, impacter le confort visuel, parce que c'est juste on adapte l'éclairage. La domotique aussi électrique, la domotique en termes d'éclairage, pardon, c'est aussi quelque chose qui est très efficace. On a des détecteurs un peu partout, à l'intérieur et à l'extérieur, qui sont en fait connectés. Donc c'est un système Philips Hue que l'on a mis en place. Donc c'est des ampoules connectées et des détecteurs connectés. Et en fait, les détecteurs vont permettre, quoi, on va pouvoir créer des scénarios et on dit, bah, si le client passe à 22 heures devant cette lampe, devant ce détecteur-là, ça allume telle lumière à telle luminosité. Et si jamais, par exemple, c'est en pleine nuit, à 2 heures du matin, bah, on va mettre une luminosité plus faible parce que ce n'est pas les mêmes besoins. Et donc, ça permet encore une fois, d'avoir cette domotique va avoir un intérêt énorme de pouvoir ajuster et adapter quoi, l'éclairage en fonction des vrais besoins. Et donc, ça a un effet énorme. Les pommeaux Et de douche souvent, hydro... la sobriété, en fait, coller les utilisations aux besoins, c'est les premiers gains, en fait. Et la domotique peut vraiment nous aider dans cette démarche de sobriété. Ouais. On utilise, nous, c'est un peu antinomique avec le côté écologique, quoi, pour certains. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de technologies, on utilise beaucoup de green tech, c'est comme ça qu'on appelle ça. On a un jardin intelligent qui permet d'avoir un arrosage
en fonction des besoins réels des plantes parce qu'on mesure le taux d'humidité du jardin. C'est un petit capteur tout simple qui coûte pas bien cher. Et en fait, l'arrosage du jardin ne va se déclencher que quand le taux d'humidité des plantes le nécessite. Euh, et donc, c'est vrai que toute cette domotique a un avantage énorme de pouvoir vraiment s'adapter aux vrais besoins immédiats des clients ou des plantes et autres. Et dans cette même dynamique, on a les thermostats connectés qui sont assez sensationnels. Sur les radiateurs, on peut installer des petits thermostats que l'on peut piloter à distance depuis votre bureau, depuis la réception, ou même depuis l'autre bout du monde. Si la chambre n'est pas occupée, hop, d'un seul coup, on peut baisser la température à 16 degrés. Et au contraire, si on sait qu'un client va arriver, on lui dit bah, pour telle heure, mets la température à 21 degrés. Euh, et donc, ça permet d'avoir encore une fois une consommation au plus juste des besoins. Donc, tous ces petits outils, franchement, ça coûte pas, quoi. En tout, il doit y avoir un budget de 500 à 1000 euros et qui ont des effets immédiats. Qui ont des effets immédiats. Et après, le dernier sujet, c'est la production d'énergie avec les panneaux solaires. Euh, Aujourd'hui, les panneaux solaires coûtent bien moins cher et j'ai essayé de calculer un peu le retour sur investissement. En fait, bon, dans notre schéma à nous, qui est un peu particulier, on a des batteries, donc les batteries coûtent assez cher. C'est pas forcément rentable d'avoir des batteries aujourd'hui, mais les panneaux solaires en eux-mêmes sont amortis en 7-10 ans, en prenant en compte un peu toutes ces actions aussi qu'on peut faire dans le cadre de cette démarche. Donc, c'est un sujet à part, mais c'est vrai que les panneaux solaires permettent d'avoir à une production renouvelable sur place et c'est vraiment à la portée plus ou moins de tout le monde aujourd'hui, parce qu'on peut même installer des panneaux solaires au sol. Euh, et donc, c'est relativement facile de déploiement. Voilà en 2 mots ce que je pouvais évoquer, Merci, Hubert. Laurent. Euh, alors, du coup, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce webinaire? Alors, il y a des questions d'Hélène sur la marque du thermostat connecté. Ah, il y en a plusieurs, mais il y a les Netatmo qui peuvent fonctionner. Netatmo. Et il y a Somfy également qui fait un système domotique complet. Somfy, les panneaux solaires notamment, qui fonctionnent très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en avait pas, moi j'en avais une pour toi, Laurent. Tu as parlé rapidement de la clientèle. Ça leur, c'est une clientèle plutôt luxe quand même, 4 étoiles. Ça leur pose vraiment pas de soucis, même si tu as dit que le positionnement marketing était sur le sujet. J'imagine que tu en as certains qui n'ont pas forcément choisi quand c'est des clientèles entreprises ou c'est la direction qui a décidé. Il n'y a pas de retour négatif. On peut en avoir sur certains sujets. On a des toilettes sans eau et c'est l'un des éléments qui peut parfois poser problème, mais ça pose problème à, on va dire, moins de 5% des clients. Ce ne sont pas des toilettes copeaux de bois, ce sont des toilettes à séparation des matières. Donc voilà, c'est le seul sujet qui peut de temps en temps, pour des questions, on va dire, de, de, de- de ressenti, poser problème. Tous les autres sujets ne sont pas du tout impactants. Sur tout ce qui est économie d'eau et d'énergie, il n'y a pas il y a pas de Non, sujet. non, 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 Ok. aucun. Ok. Même sur l'hydrao qui change de couleur et qui pourrait faire culpabiliser les gens pour pas payer. Non, 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 c'est non. important à souligner parce qu'on a souvent des questions là-dessus. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Alors, juste sur le fonds tourisme durable, Emmanuel m'a dit que c'était pour les communes de moins de 30 000 habitants. Voilà. Vous pouvez faire une demande si vous êtes dans une commune de moins de 30 000. Alors, Monsieur Pavageau, nous avons un gîte avec pierre apparente intérieure et extérieure, donc difficile d'isoler. Nous l'avons équipé de pompes à chaleur avec des cassettes dans chaque pièce. L'idée, c'est comment on optimise tout ça. Alors, c'est vrai que la question des pierres et des murs apparents, c'est important. La première chose, c'est surtout les joints de pierre et faire en sorte que les joints de pierre soient bien en chaud pour que ça puisse laisser aussi respirer et que le taux d'humidité puisse se réguler. Après, c'est vrai que pour des questions de décoration et d'apparence, c'est pas toujours simple.
voir si éventuellement tous les murs ont besoin d'être apparents ou pas, si certains peuvent être isolés. C'est peut-être des choix qui peuvent être faits à ce niveau-là. Oui, pas de question, mais j'imagine c'est comment optimiser. Pourquoi ne pas passer au consommateur payeur? Alors, est-ce que tu veux répondre, Laurent, là-dessus? Est-ce que tu as réfléchi à faire payer tes clients en fonction du nombre de kilowattheures? On a essayé d'imaginer un système inverse qui serait en fait une sorte de... Bon, c'est intellectualisé, mais c'est pas du tout pour le moment existant. Une sorte de tablette qui permettrait de suivre en temps réel dans chaque chambre la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Et on imagine avoir un système où si le client n'a pas utilisé tout le quota d'eau et d'énergie attribué, eh ben finalement, il aurait soit une consommation au bar offerte ou il pourrait reverser à une association l'équivalence en euros. Donc on est plus dans une démarche, on va dire, positive. C'est notre approche en tout cas. On est plus dans une démarche donc positive, euh, plus que, plus que punitive. Donc c'est un peu ce qu'on aimerait, ce serait ça. Ce serait que voilà, avoir une réduction ou avoir une consommation offerte ou reverser à une association ce que les clients n'ont pas consommé et ce qui leur était pourtant alloué. Plutôt la récompense que le bâton. Tout à fait. Toujours Monsieur Pavageau. Donc voilà, comment optimiser au mieux le gîte en pierre. Il y a une piscine et spa d'extérieur. Euh, donc j'imagine que l'eau est chauffée. Donc en effet, déjà se poser la question pour la piscine, le spa extérieur, le renouvellement de l'eau. Est-ce qu'il est pas surdimensionné ou pas? C'est vrai qu'on a l'ARS qui nous demande d'avoir des certains niveaux à satisfaire. Donc vraiment vous poser la question, est-ce que vous renouvelez euh, pas trop ou le moins possible? Donc c'est chauffé avec une pompe à chaleur pour le moment, donc c'est pas ce qu'il y a de pire, hein. Mais en effet, pour l'eau chaude des piscines, se poser la question du solaire thermique, tout simplement des dalles hein, noires dans lesquelles vous avez des tuyaux noirs qui passent, vont se réchauffer à mi-saison de manière très forte, assez naturellement, et vont permettre de réduire la quantité d'électricité de votre pompe à chaleur. Ça peut être des choses où lorsque vous avez votre système de filtration avec une pompe qui fait tourner l'eau de votre piscine, prévoir qu'elle passe un moment en extérieur dans des tuyaux noirs. Alors, il y a des choses assez esthétiques hein, qui existent là-dessus pour réchauffer de manière assez naturelle. Pour le spa, ça peut être plus compliqué parce que parfois vous changez l'eau du spa, j'imagine que c'est toutes les semaines que vous devez le changer, donc il y a un maintien en température aussi à avoir. Euh, Là, c'est pas forcément des équipements. Je sais pas si Laurent, toi, tu as un spa parce que c'est très très gourmand en termes d'énergie avec les pompes installées et puis les réchauffeurs qui sont dedans. Donc l'idée, c'est aussi de connecter l'eau qui arrive du spa sur l'eau chaude solaire, qui en période d'été, vous avez probablement la plus grande fréquentation. C'est moins compliqué d'être autonome sur le solaire thermique que sur le solaire photovoltaïque. Donc voilà, j'aurais tendance à mettre du solaire thermique au maximum si vous êtes en forte fréquentation l'été. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, c'est souvent des compromis hein, aussi à avoir, des compromis sur le bâtiment, le caractère patrimonial. On parle souvent des architectes des bâtiments de France. Je crois que Laurent, toi, tu es sur une zone Natura 2000, donc il y a aussi beaucoup d'exigences à satisfaire à ce niveau-là. Est-ce que tu n'as pas eu de difficulté à installer des panneaux solaires ou des solutions à cause de ces contraintes? En fait, c'est la contrainte, quoi, c'est le fait qu'on soit en zone Natura 2000 et en zone protégée que EDF, à l'époque, avait installé ce système de panneaux solaires sur mât, parce que la mairie avait refusé à ce que la propriété soit reliée au réseau électrique pour éviter d'endommager l'environnement, j'ai envie de dire. Donc c'est EDF qui, à 15 ans, avait fait une première installation de ce système-là, et ça avait été alors nous, ça fait 3 ans qu'on a récupéré les lieux, mais d'après les anciens propriétaires, c'est vrai que ça avait été une opération très compliquée. Aujourd'hui, il existe des systèmes de mâts avec tracker, c'est-à-dire qu'ils vont toujours suivre la course du soleil pour optimiser tout au long de la journée la production photovoltaïque. C'est assez efficace. On avait voulu installer ça, mais aujourd'hui, les panneaux solaires coûtent tellement peu qu'il vaut mieux doubler, tripler si on a la place, la quantité de panneaux solaires,
plutôt qu'installer des trackers qui valent très cher. Ouais. Les panneaux solaires que l'on a, nous, valent juste le matériel à peu près 2 000 euros. Oui, tout à fait. C'est devenu très accessible. Même les panneaux français. Ouais, Voilà, c'est bon de le souligner. En Vendée, il y a le CIDEV qui peut être votre interlocuteur pour le fonds chaleur, nous souligne Manon. Voilà, pour une dernière information. Euh, du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il était concret. Merci Laurent, parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. je t'en prie. Il y a juste une dernière question sur la marque des panneaux français. Tu l'as dit tout à l'heure. Si tu peux le répéter, peut-être. Recom Solar. RECOM Solar. Fabriqué à Lannion, euh, en Bretagne. Ok. Et bien, on va laisser Anne-Sophie, la parole à Anne-Sophie pour conclure ce webinaire. Très bien, bah, merci beaucoup Hubert et Laurent pour ce webinaire. Je pense qu'il y a plein d'informations très concrètes et très pratiques qui seront très utiles. Moi, je voulais juste vous remercier effectivement chacun d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire et vous rappeler que dans le cadre de l'Académie du Tourisme, on organise aussi d'autres formations sur les transitions éco-responsables. Il y a notamment une prochaine formation à destination des hébergeurs qui aura lieu le 10 novembre. C'est vraiment là pour amorcer une démarche de tourisme durable dans son hébergement. Et puis également une formation, donc je vais vous mettre directement les infos dans le chat, comme ça vous pourrez, si vous voulez, vous inscrire et puis aller voir directement plus en détail le contenu de la formation. Et il y a également aussi une autre formation là qui est plutôt sur la communication. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà effectivement effectué, bah, voilà, qui sont dans cette démarche-là, pour savoir comment communiquer sur justement ces engagements durables et responsables. Donc, je vous mets également le lien. Et puis, voilà, je vous remets aussi le lien global parce que vous y trouverez effectivement un certain nombre de formations. Là, je vous en ai indiqué que deux, mais il y en a d'autres. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que le webinaire vous aura été très utile. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Encore merci, Hubert et puis Laurent pour vos interventions. C'est un plaisir. Bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. Et au revoir.